Bonjour à tous, bonjour Sabine, bonjour. Bonjour. Dans cette capsule, nous allons parler d'un personnage très très intéressant qui est Bernard de Montréal. Nous avons avec nous une personne qui est, on va dire, quasi une spécialiste. Elle s'en défendra peut-être, mais en tout cas, elle en sait plus que nous, n'est-ce pas, Jonathan? Même si Mhm, moi-même, je m'intéresse à son travail depuis déjà quelques petites années, toi, tu viens de le découvrir, donc ça va être intéressant pour nos questions, nos ajustements. Mais nous allons proposer à Sabine de se présenter et puis de présenter aussi déjà globalement qui était Bernard de Montréal. mhm. Donc merci d'avoir programmé ce sujet qui est intéressant sur cet homme assez exceptionnel et unique, franchement unique en son genre. C'est un contemporain. On doit quand même savoir qu'il n'est décédé qu'en 2003. Donc il est de notre époque. Il est né en 1939. Il a vécu donc au Québec, à Montréal. Et c'est un homme très, très particulier et unique en ce sens qu'en 1969, date très importante pour lui, il a eu ce qu'il a appelé sa fusion solaire. Donc le mot solaire apparaît donc déjà, et toi, tu proposes la pratique solaire. Donc il y a quelque chose qui peut éventuellement se rejoindre. Et donc, pourquoi il a appelé ça sa fusion solaire? C'est en quoi ça consistait? C'est avoir une connexion directe avec sa partie supérieure, qui est dans une autre dimension que la partie terrestre, vivante sur Terre, et qui lui a donné accès à une connaissance, à un savoir plutôt illimité, avec énormément d'informations. Ceci a eu pour conséquence de chanter quelque part l'importance de la mémoire planétaire, émotionnelle, et donc de ne laisser accès enfin, il était axé dans sa tête, dans la manière dont il pouvait parler, aux informations venant de sa partie supérieure qui peut appeler son double, qu'il a appelé son double ou l'esprit. Hors, hors influence planétaire. Et donc, ça a été assez violent parce que lui, il n'a pas fait ce processus de manière continue avec un travail intérieur régulier, travailler sur les émotions, l'activité mentale. Par contre, il a eu ça d'un coup et il a dû s'adapter. Il a mis de l'ordre de 14 ans, dit-il, à s'adapter à ce fonctionnement. Quand il a pu être prêt, il a eu une vie publique en donnant un millier de conférences en, en ayant trois personnes qui ont pu lui poser des questions, et donc en public, François Payotte, Bernard Ménard et Richard Glenn, qui est toujours en vie, les deux étant décédés. Et donc, ça a permis à un certain nombre de personnes de recevoir son instruction et de pouvoir échanger avec lui, développer la psychologie évolutionnaire. Alors, son œuvre majeure, la première, c'est La Genèse du réel. Et donc, puisque on est, par la manière dont nous pensons, j'y reviendrai après, hein, ce sera le sujet de la discussion, euh, on vit dans une illusion qui n'est pas la réalité. Et donc, c'est pourquoi ce titre, La Genèse du réel. Et il développe ce qu'il a défini comme être le mensonge cosmique. On verra ensuite en quoi ça consiste. Bon, voilà en gros pour définir ce personnage de Bernard de Montréal. Et ton, ton rôle, ton activité, finalement, Euh, tu as eu un rôle à jouer dans cette aventure, ce qui fait que nous sommes ici, ça nous a réunis. Voilà.
je me suis rendu compte avec surprise que les textes que j'étudiais, eh ben, en grande partie, étaient dus à un travail de ta part. Si tu peux nous expliquer. En partie, hein, vraiment Si. en partie, parce que beaucoup, voilà, donc il y a, je veux dire, beaucoup de bénévoles se sont attachés à sauvegarder, entre guillemets, euh, l'œuvre de Bernard de Montréal, en... parce que tout a été enregistré. C'est ça, c'est une chance très importante. Les vidéos, les conférences ont été enregistrées et bon, on a bien sûr les livres, hein, on a quatre livres et des bénévoles ont retranscrit les conférences. Donc tout est sur papier, en format PDF, et ça a été mis en libre téléchargement sur un site qui s'appelle Diffusion Bernard de Montréal International. Et vous avez tous les éléments. C'est très très riche, c'est très fourni. Alors, il faut savoir aussi, puisqu'on est dans la compréhension des lois de l'énergie, hein, et que quand Bernard de Montréal partait, il transmettait une vibration. Il transmettait l'information de manière vibratoire. Et donc, je ne sais pas si en relisant un texte qui a été retranscrit, cette vibration continue à être portée. Ça va dépendre des personnes, hein. Donc, il y a une certaine astralisation qui peut se faire, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de déviations, enfin, on en parlera au cours de l'entretien, qui peut être faite. Donc moi, j'étais amenée à travailler sur toutes les conférences de François Payotte, pas les conférences, les interviews, pardon, de François Payotte avec Bernard de Montréal. Ça doit faire, je sais pas, 1800, 1500, 1800 pages, à les relire plusieurs fois pour les rendre lisibles par un public, pour en faire comme un livre. Et comprendre les termes québécois qui étaient utilisés par Bernard de Montréal Oui, pour les mettre en français littéral. parfois le québécois est difficile à comprendre, hein, pour nous en Mm. France. Et pour avoir écouté des conférences, à un moment donné, je dois avouer que là, je ne comprenais plus quand il exprimait notamment des expressions typiquement québécoises. Là, il fallait Oui, vraiment faire une forme de transcription pour pouvoir rendre ça compréhensible oui, pour du oui, français courant, quoi, hein, enfin, oui, bien, ouais. oui. Bon, voilà, donc ça m'a vraiment plongé dans, oui, dans qui il était et dans son instruction. Voilà, et donc je continue toujours, hein, à suivre son travail et à voir comment ma vie enfin ma vie, mon travail intérieur en a été marqué, a pu se transformer, évoluer. C'est ce qui est intéressant. Donc, si vous voulez que je dise comment j'en suis arrivée là, en fait, parce que c'est un long cheminement. Hmm. Oui. Oui. Euh, quand je travaillais, hein, j'étais une femme qui avait une profession, hein, j'étais urbaniste et ingénieur urbaniste, donc j'étais assez, comment dire, bien carrée. J'avais fait des maths, de la physique, donc j'étais bien dans la matière, hein. Et quand j'ai travaillé en tant qu'urbaniste pour l'État, les collectivités locales, une mairie, un département, euh, je voyais qu'il y avait beaucoup de dysfonctionnements dans le comportement humain. Et je comprenais pas pourquoi, et j'ai cherché à comprendre. Euh, Pourquoi on voulait bien faire quand on est dans un service public, on veut bien faire, mais en fait, il y a comme une déviation de ce qu'on fait, ça capote, ça marche pas, il faut reprendre. Et donc, j'ai cherché. Et donc, j'ai beaucoup, j'avais comme une vie parallèle, en somme, intellectuelle parallèle, entre mon métier, la famille, les enfants et mes recherches. Et finalement, j'ai vu que le comportement émotionnel et psychologique de l'être humain, mental, était biaisé, n'était pas intelligent. Et j'étais très sensible à l'intelligence. Non pas l'intelligence conceptuelle, Hmm. hein, mais
l'intelligence de ce qui crée de la valeur, réellement. Ou ce qui était à l'avantage d'une personne pour son évolution et sa paix et amener de la paix. Et donc, ce manque d'intelligence m'a vraiment guidée, même depuis que j'étais jeune adolescente. Et c'était la source, ce manque d'intelligence, selon moi, des dysfonctionnements. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont expliqué une manière de travailler sur soi par l'observation de son propre comportement intérieur, des automatismes euh, qui étaient, euh, qui étaient à l'œuvre en moi. Quand on me disait quelque chose, qu'est-ce que je ressentais, comment l'émotion m'amenait à prendre une décision, à faire des actions. Et dès lors que j'ai pu être l'observatrice de qui j'étais, les choses ont changé et j'ai fait beaucoup de réalisations. Sauf que je n'avais pas entièrement la connaissance, enfin l'information selon laquelle que oui, ce n'était pas suffisant de faire ce travail qu'à cette dimension-là. Et c'est à ce moment-là, quand j'avais bien travaillé sur mon propre fonctionnement mental et mes dysfonctionnements, mes croyances, la bannière, enfin, mon cadre rigide, mon programme d'incarnation. Et donc, quand j'ai mis tout ça à jour et que j'arrivais à trouver une certaine paix hein, à l'intérieur de moi, du fait de ce travail intérieur assez sur quelques années, Bernard de Montréal est arrivé. Et à ce moment-là, ça m'a ouvert encore le champ de compréhension et d'observation, puisque Bernard de Montréal nous révèle que nous sommes des êtres multidimensionnels et que nous sommes sur plusieurs plans et surtout, surtout ce qui était majeur pour moi, qui était vraiment une révélation phénoménale, quoi, vraiment, c'est que je ne suis pas à l'origine de mes pensées. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas intégré dans ce travail sur mon observation mentale. Et je trouvais ça très, très important et de l'existence de l'astral et de différents plans d'intelligence qui viennent interférer dans la psyché de l'être humain. Donc, moi, je disais toujours, quand bon, on arrivait sur Terre, on nous a pas donné le mode d'emploi. On nous donne pas le mode d'emploi de notre propre usage, de notre propre fonctionnement. Et ça me manquait. Et je cherchais toujours à comprendre. Je comprends comment ça marche. Dans quelle marmite je suis tombée. Et je veux savoir comment ça marche. Peut-être c'est mon mental d'ingénieur hein, qui était à l'œuvre à ce moment-là. Et ce n'était pas une malsain de ma part de vouloir dire ah, je veux savoir, je veux tout savoir. Non, je veux savoir comprendre comment ça marche. Pour me comprendre moi, si on m'occulte énormément d'informations, je ne les ai pas devinées par moi-même. Et donc, je n'ai pas eu la science infuse quand je suis née, je n'ai pas eu, j'étais bien cadrée dans un dogme, la société, l'éducation, le programme, tout ça. Et il a fallu que je m'en extrais avec vigueur, avec volonté, et pour me fier à cette intelligence que je sentais sourdre en moi et qui m'a permise d'aller, d'être guidée pour trouver ces fameuses réponses, et notamment que Bernard de Montréal a amené en définissant ces différents plans de conscience et surtout de l'activité mentale. Donc voilà, j'en suis arrivée à l'étude de son instruction que j'ai préféré faire par écrit plutôt que de l'écouter parce que l'accent, malheureusement, je faisais pas la différence entre l'âme et l'homme avec l'accent. Ah oui. Et bon, c'est un peu embêtant. Mais par contre, bon, je comprenais rien. Et donc, le travail sur les écrits m'a permis
de renvoyer à mon propre fonctionnement et à mes propres découvertes et explications de ce que je ne comprenais pas. Donc c'était un aller-retour, un va-et-vient entre ce que je travaillais de Bernard de Montréal et le travail intérieur. Très bien, très bien. Oui, Voilà. c'est toujours très intéressant de découvrir les processus internes qui nous amènent à une forme de compréhension plus élaborée, hein, plus pointue, plus aiguë du monde. Et c'est là qu'on tombe sur ces notions que tu as évoquées. Et je pense que ce serait bien qu'on les précise un petit peu dans le vocabulaire aussi de Bernard de Oui, Monts. Parce qu'il y a, oui, oui, voilà, c'est toujours, oui, il y a toujours, il est toujours important d'actualiser, hein, nos vocabulaires mm, lorsqu'on parle, surtout lorsqu'on parle de oui, ces, à ce niveau-là, puisque il y a ce problème de mémoire, hein, les mémoires qui vont s'accrocher à certains mots, à certains concepts qui, à un moment donné, deviennent obsolètes, deviennent en oui. quelque sorte morts, ou juste le fruit ou le prolongement du bras d'égrégores qui y sont associés, quoi. Hein, voilà. Mhm, mhm. Oui, tout à fait. C'est vrai que j'ai mis du temps à comprendre son vocabulaire. Mm. Souvent même, il utilise plusieurs mots pour la même désignation. Mais il y a des choses qui sont quand même assez claires. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans le livre, notamment La jeunesse du réel, il met un glossaire. Et c'est à force de lire et de comprendre et d'avoir l'ensemble de son œuvre sous les yeux ou dans les oreilles que l'on on arrive à comprendre ce qui veut dire. Donc, il parle de sphères ou de plans de réalité. Donc, ce sont des ensembles de, comment dire, où il y a des intelligences d'un même niveau qui vont être soit créateurs, soit prédateurs, et qui agissent dans le réel. Hein. Donc, le réel, c'est quelque chose qui ne relève pas de la sphère mentale, des suppositions, des mémoires, des choses comme ça. Mais c'est ce qui est la réalité, effectivement. Et là, il a un vocabulaire pour tout ce qu'il appelle le monde de la mort, qui est l'astral. Et donc, le monde de la mort, c'est une dimension qui n'est pas perceptible à nos yeux, qui nous est occultée. Donc, il parle très souvent de l'occulte, l'occulte dans le sens on va, ou ésotérique. Il y a eu tellement de spiritualité, il y a eu tellement le New Age, il y a tellement eu de mots comment dire, de signification et de concepts reliés à ces mots qu'on n'aime pas en parler. Si, euh, je veux dire, avec mon intellect d'ingénieur, je vais dire que nous avons une fréquence très, très, très réduite de notre vision dans le spectre des fréquences visibles ou sonores ou de l'odorat. Tout ce qui n'est pas dans ce spectre de fréquences perceptibles nous est occulté. Donc pour nous, c'est de l'occulte. Donc on ne peut pas, si on n'a pas des sens euh, très 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 développés, on ne peut pas savoir ce qui se passe. Et là, pour nous, c'est un handicap. Hein. On est complètement handicapé par les sens et on a une vision du réel qui est complètement biaisée. Lui, Bernard de Montréal, du fait qu'il ait fait cette fusion, c'est comme s'il avait développé ses sens euh, de manière très très large pour recevoir l'information du fonctionnement de ces différentes fréquences. Donc ces différentes fréquences, c'est ce qu'on Ah, pourrait ah, appeler des dimensions. ouais, je t'interromps un petit peu. Oui, Euh, très bien. Tu parles de l'astral. Il y a une notion il y a un terme qui est très très intéressant, je trouve, c'est Oui, l'astralisation de l'homme. Et là, on peut y voir donc justement l'influence, hein, l'influence occulte, l'influence au sens
caché de ces plans, hein, du plan du monde de la mort, comme il l'appelle, le plan de l'astral, la sphère réflectrice. Il y a plusieurs termes qui pourraient parler de ce plan. Et là, cette notion d'astralisation, elle est toujours très importante chez lui parce que notre pensée peut être justement astralisée. Bah, peut-être que tu peux nous Oui, expliquer comment, oui. hein, ce qu'il est en train. Voilà, donc c'était par rapport à ces fameuses fréquences qui, avec des nombres différents, enfin des valeurs différentes, définissent des plans différents ou des sphères. Donc ça revient très souvent. Et donc notre activité mentale, ne génère pas la pensée à proprement parler. Ça veut dire qu'il y a un plan mental qui est à une certaine fréquence. Et ce plan mental, il va rentrer en résonance avec la sphère astrale, avec la fréquence de l'astral, parce qu'il va, oui, il va être perméable. Il va être perméable. Et cette perméabilité, tu l'expliques très très bien dans tes vidéos, est issue de failles émotionnelles. Parce que l'émotion va créer une fréquence vibratoire telle que ça va permettre à, aux êtres, aux entités qui existent, aux intelligences, ils se disent que ce sont des intelligences, qui vivent dans ces fréquences-là, qui ont la capacité de pénétrer dans notre sphère mentale, dans notre plan mental, de sorte à nous insuffler des pensées. Et ce n'est pas nous qui pensons. Il dit l'homme pense qu'il pense. Et ça, c'est quand même majeur. Et donc, il y a comme une sphère réflective. Et c'est assez difficile pour nous, parce qu'en français, on a le mot réflexion et réflexion. Donc, il y a réflexion avec un X et réflexion CTION. On réfléchit. Et donc, on réfléchit le plan astral et on pense que c'est issu, c'est nous qui sommes à l'origine de nos pensées. Et ça, c'est majeur. Tant on ne travaille pas sur la finesse de la distinction qui pense en nous, on n'arrivera pas franchement à évoluer, hein. Donc moi, pour moi, c'est majeur que Bernard de Montréal ait révélé dans ces termes-là, puisqu'il a vécu, il s'est affranchi de cette réflexion-là, ce réfléchissement de l'astral, pour ouvrir un canal de connexion avec la partie, le plan, alors un autre plan, c'est le plan mental, et un autre plan qui va appeler le plan supramental. Voilà. Et ce plan supramental, c'est hors astral, hors astralisation. Et dès lors qu'il est hors astralisation, on a un accès à un savoir qui devient solide en soi et où le doute n'est pas permis. Par contre, quand on a une réflexion dans le plan mental, euh, c'est rare d'être très sûr de soi, sauf à avoir une croyance. Je crois, je crois, je crois, je crois. Et là, c'est indestructible. Ça, c'est une astralisation très, très forte. Par contre, quand on a un savoir sûr qui est au-delà de la croyance, à ce moment-là, là, ça n'est pas astralisable parce que il n'y a pas de doute jamais, quoi. Et c'est à distinguer finement euh, par les taux vibratoires. Donc, voilà. Oui, le supramental, c'est essentiel pour, dans l'enseignement de Bernard de Montréal. Le premier à en avoir parlé, ça a été Sri Aurobindo, hein, Oui. qui a, voilà, auquel je me suis moi-même très, très intéressé à l'âge de 20 ans. Mm. Je voulais partir à Pondichéry, voilà. Et quand on écoute Bernard de Montréal, et lorsque même il va exprimer, là, où il va essayer de nous faire comprendre la manière dont il s'exprime, c'est-à-dire il dit lui-même que parfois, donc il y a une question qui est posée, ou qu'il se pose, et il va découvrir lui-même la réponse parce qu'il l'exprime. Il dit que la parole est très importante, hein, chez lui, et ça va être dans Mhm. l'expression vivante et dans l'instant et non pas la référence à du mémoriel, hein, qui pour lui est à Mhm. casser, pour que le flux
du réel puisse venir directement des couches les plus hautes de notre conscience, la couche supramentale. Et donc là, Mhm, l'expression va être non pas mentale, encore moins, enfin l'expression va être mentale, parce que le mental va traduire les mots dans ses propres fréquences, hein. Il va mhm, essayer de mhm, traduire la vibration, la fréquence supramentale en évitant l'astralisation, c'est-à-dire les interférences du monde intermédiaire entre le supramental et en fait notre plan mhm, matériel. mhm, mhm. Oui, C'est bien oui, tout à ça. fait. Mm, Oui, oui, c'est ça. C'est en parlant qu'il arrive à sortir justement cette information mm. qu'il ne le savait pas juste avant. Oui, et ce n'est Alors, pas une canalisation, n'est-ce pas? voilà. Parce que Pardon? ce n'est pas une canalisation d'un être cosmique qui s'exprime à travers lui, c'est l'expression de ce qu'il appelle son double. Oui, Là, c'est aussi une c'est ça. notion très importante, hein. Voilà. Oui, oui, oui. En fait, il utilise plusieurs mots pour dire l'esprit ou pour dire sa source d'intelligence, Mm. sa source de vie. Euh, ce, euh, L'esprit est une forme, il va dire, c'est une forme qu'on a donnée nous ici sur Terre avec ce mot-là. Et donc, ce qui est important, c'est ouais, de connaître les attributs. Les attributs de l'esprit, c'est l'intelligence, Mm. euh, mais c'est l'intelligence systémique, c'est l'intelligence absolue, qui se manifeste sur un plan mental. Quand on lit par-delà le mental, on comprend, ou alors dialogue avec l'invisible, il dialogue avec des êtres qui lui expliquent qu'ils ont créé les pensées, le mode de la pensée et en fait de la télépathie. Et quand on est branché par télépathie sur le plan mental, enfin le plan mental systémique, est-ce que c'est une canalisation, une télépathie? On peut donner toutes sortes de formes. Mais c'est le mode de communication des intelligences hors matière et hors pensée, hors astralisation. Il explique ça comme ça. Et donc, ça m'est arrivé, hein, je dois le dire, d'avoir ce genre de connexion euh, ou d'être sur un plan où je n'ai pas pré-pensé la chose. Je ne l'ai pas pré-pensé et ça descend comme un paquet d'informations. J'ai toute l'information et en condensé et quand Synthétique, je la parle, elle parle dans un déroulé qui prend un certain temps. c'est ça. Voilà. Et qui est relatif. On le sent très bien lorsqu'on va l'exprimer sous forme mentale. Il n'a plus l'exacte teneur de la vibration que tu as saisie. Parce que la fréquence ben, elle est plus limitée, n'est-ce pas? Tu me suis? Ça, je sais pas, mais je sens l'intelligence qu'il y a dedans, Hmm. en tout cas. Ben, c'est Et l'essentiel. Ça va être la fréquence de l'intelligence, la vibration. voilà. Et c'est pour ça, parfois, lorsque tu entends un discours comme de personnes de la qualité même, par exemple, de Bernard de Montréal, parfois on ne comprend pas. Et ces personnes vont dire, bah, c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Certains vont dire, je ne vous parle pas à vous, je parle pour le futur. Oui, oui, oui. C'est une question de vibration qui va passer, qui ne va pas arriver encore forcément à se traduire en termes mentaux pour nous, parce qu'on n'a pas la structure, ou on ne saisit pas, mais la vibration est là. Et l'essentiel, elle est là dans cette passation vibratoire, quoi. Mhm. Oui, oui, c'est ça. Effectivement, là, puisque tu en parles, Bernard de Morel a beaucoup parlé du futur et de ce que l'homme sera dans le futur, hein. Il parle d'involution, hein, comme il fait un grand V comme ça qui descend, et ensuite il dessine un V qui monte, et il décrit les différentes races qui se sont succédées, et à partir de notre époque, le courant évolutif pour l'humanité est enclenché. Et donc, il y aura une sixième. Oui, oui, par rapport à ça, les races racines, toutes Voilà. les notions d'involution, je l'ai retrouvé par ailleurs, ça, hein. Oui, Tu as des mouvements rosicruciens
Rose-Croix, Max Heindel, par exemple, ou tu as des éléments comme ça dans la théosophie. Le fait d'une involution nécessaire, incontournable de l'humanité, qui en quelque sorte descend dans la matière progressivement, et un passage clé où on se trouve, grosso modo, hein, et il cite même des dates hein, assez précises, autant Mhm. Aurobindo que Mhm. Bernard de Montréal, avec une remontée dans l'évolution elle Mhm. va se faire justement par le passage du supramental. Mais Mhm. on est dans une période où il y a justement des êtres qui sont encore dans les systèmes mémoriel de conditionnement qui était intéressant du fait de l'involution, mais qu'il faut laisser pas mourir, laisser se transformer en force évolutive de Mhm. conscience vivante avec la recherche du réel, non pas sur la base de, de mémoire, mais sur la base d'un contact avec la vibration du réel. Mhm. Ouais. Mhm. On fait peut-être un petit Oui. aparté. Jonathan, là où on en est, parce que là on est parti là. As-tu quelque chose à nous? Bah, moi, je voulais. Salut Sabine. Bonjour Roland. Je voulais Mhm. juste que tu expliques le terme de mensonge cosmique aussi qu'on retrouve beaucoup dans l'œuvre de Bernard de Montréal, s'il te plaît. Oui. Eh bien, justement, moi, ce que je comprends du mensonge cosmique, bah, c'est ce qu'on ne nous révèle pas à l'école, hein, qu'on ne nous apprend pas à l'école, essentiellement que ce n'est pas nous qui pensons, nous ne sommes pas à l'origine de nos pensées et que nous avons une intrusion phénoménale de ces fameuses entités astrales dans notre territoire psychique, je peux dire ça comme ça. Euh, on a des frontières perméables. J'aime bien ce terme territoire en tant qu'urbaniste et je sais l'importance par rapport à l'ancrage de l'humain par rapport à son territoire. Et on a une sphère mentale, psychologique, on a des pensées, on a des mémoires, on a des émotions. Et personne ne nous dit que nous ne sommes pas à l'origine de nos pensées et que on nous insuffle des pensées à notre place. Mais c'est gravissime. Pour moi, c'est phénoménal, quoi, de pas qu'on ne nous enseigne pas ça. Et donc, moi, j'aime bien, enfin, le dire, quoi, l'annoncer que qu'on a intérêt à se brancher sur notre partie supramentale plutôt que la partie mentale astralisée et de faire un travail intérieur pour distinguer ce qui vient de notre intelligence, notre source d'intelligence, de ce qui vient de notre interférence, des interférences qui sont majeures. Et c'est une hygiène de vie permanente à laquelle je m'applique. Euh, et dès que je suis sur des pensées complètement idiotes, aussitôt je me ressaisis parce qu'il y a un phénomène, il disait ça, Bernard de Moral, mesmérisation, en fait c'est du magnétisme. Il y a une attractivité magnétique qui me sort de la réalité réelle, et je suis là-dedans, et il faut que je me réveille. Et à ce moment-là, bon, ça dure de moins en moins longtemps, euh, mais je le capte, et donc je renvoie à l'extérieur ces interférences. Je dis, oh là là, ben, je vous ai vu, puis moi, ça m'émoustille. Je dis, ça y est, je vous ai découvert encore une fois. Et donc, il y a quelque chose d'important, je trouve, dans cette pratique-là, c'est comment dire, d'être confronté à un événement qui nous est désagréable. Et à ce moment-là, cet événement, euh, c'est l'esprit qui agit en nous pour nous montrer, pour nous faire miroir de nos failles et de ce qu'on a encore à travailler. Une fois qu'on a compris ça, on voit l'événement désagréable, on se dit ah, et on cherche à comprendre et à voir en soi ce que l'esprit veut nous montrer, notre double plutôt, notre double, oui pareil, c'est notre double veut nous montrer. Et à ce moment-là, ça c'est un exercice évolutif assez rapide parce qu'une fois qu'on a vu, c'est bon quoi. Puis ça c'est transformant. Je peux donner un exemple. Il y a
il y a 2 ans, 2 ou 3 ans. Au jour de l'an, je me suis fait pirater mon compte bancaire et j'ai perdu 2 500 euros. Pour moi, c'était beaucoup, vraiment beaucoup. Et je n'ai eu aucune émotion parce que j'avais cette vision de qu'il y a un événement qui arrive, enfin, je sais j'ai quelque chose qui me montre qu'il y a quelque chose à travailler. Et j'ai mis plusieurs mois à comprendre et j'ai eu 4 informations liées à cet événement qui m'ont permis d'évoluer. Et donc, j'ai pas du tout eu de colère après quoi que ce soit. J'ai dit, bon, ok, la leçon, elle m'a coûté 2 500 euros. J'en ai eu 4, quoi. Voilà. Donc ça, c'est une manière de... Si on reste dans ce mensonge, si on ne sait pas qu'il y a un mensonge cosmique et qui nous est complètement occulté, on peut pas comprendre l'enchaînement des événements qui nous arrivent dans la vie. Et, et que on est des créateurs en plus. En plus, nous sommes des créateurs. On impacte, on impacte énormément sur notre vie. Il y a beaucoup de choses qui se passent dont on est responsable, mais on est dans une ignorance crasse de ce mensonge cosmique. Et quand on a cette information, moi, pour moi, en tout cas personnellement, hein, maintenant je sais pas pour les autres, mais pour moi, ça a été majeur. Bernard de Montréal, à ce sujet-là, parle entre autres aussi du doute. C'est-à-dire douter, bah, tu doutes de ce que tu penses, mais plus exactement, tu doutes en fait de ce qu'il y a derrière ta pensée, c'est-à-dire les mémoires, de ce qui te pousse à penser de cette manière. Et tu doutes, c'est-à-dire tu regardes, tu vérifies, et puis finalement tu défais, tu détricotes l'impulsion, et ça te permet de, de percevoir une réalité supérieure, alors que tes jeux de mémoire liés au trauma, aux faiblesses, ça, ce mélange d'émotionnel va faire que ta compréhension, elle est pervertie, elle n'est pas juste, elle est déformée, quoi. Elle est déformée. Et donc, le doute est, est pour lui, il parle aussi du doute, c'est une souffrance à laquelle on n'échappe pas dans un processus d'initiation de croissance parce que tu perds tes croyances, tu perds tout ce à quoi parfois tu t'accrochais, hein, tant que tu es quelqu'un qui fonctionne avec ta mémoire, avec tes conditionnements jusqu'au moment où moment donné, tu es en phase avec l'aspect justement supramental de la pensée, où il n'y a pas de doute, parce que tu es dans la vibration du réel. Et là, le Mhm. doute te quitte. Mm. Mhm. Si je peux Moi, me j'appelle permettre. ça, pardon, Oh, pardon, juste excuse-moi. j'appelle ça être dans la création supérieure dans l'instant. J'ai remarqué que quand on se déplace, que on rencontre des gens, on a par une autre activité qu'on peut avoir, euh, euh, on a je dis on parce que je suis en couple et on travaille ensemble. Et quand on est confronté à une situation nouvelle qu'on n'a jamais vue dans un pays étranger ou des gens qu'on n'a jamais rencontrés, on s'adapte dans l'instant et on est créatif dans l'instant. Et on n'a pas préparé la chose, on est dans une vibration qui nous... On n'a pas de doute, on est vraiment centré et ça se sent avec nos interlocuteurs. Il n'y a pas de doute à ce moment-là. Il n'y a pas de quand on parle. Qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui, Bernard de Montréal? Non, c'est quelque chose qui s'installe en soi et on en est sûr, quoi. C'est quelque chose de très, très agréable à vivre. Ouais, Oui, je voulais juste revenir sur une autre. Moi, j'ai lu que Dialogue avec l'invisible de Bernard de Montréal. Donc, c'est son dialogue avec une ouais, entité, du coup. ouais, Euh, il parle beaucoup de l'ego aussi. Et ouais. je voulais te demander, c'est quoi le rôle, quel est le rôle que joue l'ego dans la réception d'une information, en fait? Ok. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ça? Mhm. Donc ça, c'est intéressant de faire le point. Moi, de ce que j'ai compris, euh, on peut pas parler de l'ego sans l'âme et sans l'esprit.
L'ego, il est enveloppé dans la matière, hein, il est englobé dans la matière. Et autant l'esprit a l'attribut, enfin, de l'intelligence et de l'amour, j'ai pas dit tout à l'heure. L'ego, lui, son attribut, c'est la volonté. C'est-à-dire que sur la planète, hein, son individuation dans la planète, sur la planète, est nécessaire par cette énergie égoïque, euh, dotée de volonté. Et grâce à la volonté, il peut agir. Et donc, l'ego, il a cet attribut-là et il est en lien avec son activité mentale, hein, n'est-ce pas, et émotionnelle. Et l'activité mentale, elle est, comme on l'a vu, astralisée. C'est un mental. Il n'a pas la conscience. On ne peut pas dire que l'ego et la conscience, ça fait partie de l'ego. Il a la conscience d'être là. Il a la conscience de la matière, du toucher. Il a la conscience de ses sens. Mais il n'a pas la conscience que la pensée est en dehors de son cerveau. Il croit que la pensée, c'est lui qui la génère physiquement. On peut dire qu'il n'est pas conscient des autres plans de conscience. Euh, il subit les émotions. Il ne veut pas, il n'a pas la volonté d'avoir des émotions. Il les subit. Donc l'ego, c'est moi j'aime bien dire ça, c'est un handicapé du mental et un handicapé de l'amour. Et donc, si il reconnaît ce handicap-là, il se dit bon, bah, je vais tenter de le traiter. Donc, il sort de son aveuglement et à ce moment-là, le lien, le fil ténu qui le relie à son double peut à ce moment-là euh, enfin oui, pas fusionner parce que c'est pas encore la fusion, mais peut entrer, pénétrer dans l'espace, dans le plan mental qu'il saura décrypter. Il aura un ah, tiens, ah, mais bon sang. Il va avoir des remarques de cette nature-là et il va voir que ce n'est pas la même chose. Donc, c'est un début de connexion consciente à ce moment-là. Et là, dès lors que l'ego a ce fil qu'il perçoit, il peut le développer, tirer dessus. Alors, après, il y a l'âme. Donc, l'âme, c'est un réservoir mémoriel et émotif. À ce moment-là, cette âme, elle vient englober aussi l'ego. Et l'âme, elle est très, très désireuse de faire des expériences. L'âme, elle est dans son incarnation, avec son plan euh, qui a été prévu, son programme qui a été prévu initialement et aussi astralisé. Et donc, l'ego, il doit se débattre là-dedans entre sa connexion à l'esprit et l'englobement de l'âme. Et donc, dans cette fusion dont parle Bernard de Montréal et tel qu'il a décrit, il a ce qu'il appelle l'épuration mentale, c'est-à-dire tout ce qui est mémoriel, et donc l'âme est remise à sa juste place. Et l'âme, elle doit être assez mature pour comprendre ce phénomène, enfin pour accepter ce phénomène et qu'elle soit partie prenante de la fusion. Voilà, je ne sais pas si c'est assez clair sur l'ego. Oui, oui. Ça explicite aussi le fait de l'incarnation. C'est Oui. dans la matière, c'est là, c'est quand on est incarné qu'il y a vraiment cette capacité d'évolution. Et c'est vraiment la chose que Mm. l'être humain a à faire la plus importante de sa vie. C'est pour ça qu'il est venu, même si il l'oublie, il le sait pas, on lui cache. C'est justement cette évolution intérieure vers le réel vers le réel de son être, vers le réel tout simplement, hein. Ouais, Mm. ouais. Et donc l'âme, elle a une propension à emmagasiner de la mémoire. Parce qu'elle, elle n'a dans la matière, enfin, avec l'ego, il y a des distinctions de plans de fréquence et de volonté. C'est l'ego qui a la volonté.
L'âme, elle, ce dont elle a besoin, c'est d'emmagasiner des expériences. Mais tu peux faire des expériences toute ta vie sans pour autant évoluer. Et donc, ces expériences, ça crée des modèles. Ça crée des modèles pour le plan astral. Si on met là, ici, la matière, le vivant, et là, le plan astral, euh, ces modèles vont servir au plan astral pour refaire des incursions dans le monde des vivants, dans le plan mental des vivants et psychologique, de sorte à ce que euh, la créativité de l'humain crée de nouveaux modèles pour s'en sortir. C'est les Et égrégores. donc, c'est un cycle infini de l'homme s'adapte à la vie, il est en survie tout le temps, il doit s'adapter. Donc, il crée des modèles de vie qui servent, qui alimentent l'astral non seulement par l'énergie qui est déversée par les émotions dans le plan astral, qui reviennent dans les corps de désir ou dans les programmes ou dans ce qui est insufflé dans le mental, dans le mental humain pour continuer à créer des solutions et alimenter l'astral. Donc ça, il explique bien, euh, Bernard, enfin, il explique bien, j'ai mis du temps à comprendre, le lien entre l'astral et enfin, le monde des morts et le monde des vivants, comme il dit, et comment le monde des vivants alimente l'astral en permanence, qui réinjecte dans le plan mental. Voilà. Et donc, c'est nous qui devons, à un moment donné, au lieu d'être réactif et créer ces modèles en réaction, c'est au contraire se détacher de ça, quoi. Et assez intéressant. Enfin, je veux dire, c'est passionnant même, comme sens, donner sens à sa vie. C'est casser les moules des Oui, égrégores, des mémoires, des conditionnements, c'est se libérer, quoi. oui, oui. J'ai une question pour Roland aussi. Comment être sûr que les informations qu'on reçoit euh, ne vont pas, enfin, comment être sûr qu'elles ne seront pas décevantes en fait, que c'est pas illusoire, qu'on communique bien avec euh, quelque chose ah, comment expliquer? Pas forcément de bienveillant, mais en tout cas, comment on sait qu'on est sur la bonne fréquence en fait? Est-ce qu'on peut vraiment le savoir? En tout cas, la réponse, elle est dans la vibration. Elle est dans elle est dans la vibration. C'est la seule réponse que je peux donner. C'est-à-dire que je pense qu'on accède à des plans mentaux, sans parler de plans de réalité, ou des plans de surmentaux ou supramentaux, en fonction de la fréquence à laquelle on arrive à vibrer. C'est simple à comprendre, hein. Si on a une fréquence basse, ben on va être en connexion avec des affirmations de basse fréquence et qui vont conforter nos positions de violence, de haine, de jalousie, par exemple. Et donc, c'est une question de fréquence. Et certaines, peut-être que cette fréquence, elle est sans fin aussi, hein. Mais à un moment donné, la fréquence est suffisamment élevée pour ce que l'être va être capable d'exprimer sera au moins suffisamment juste ou plus juste qu'une pensée clairement astralisée. Est-elle déjà d'une vérité absolue? Il est fort probable même que notre mental n'arrive pas à exprimer à cause de tout simplement de sa structuration en, par opposé, hein. Notre pensée, c'est plus-moins, hein, voilà, elle est binaire. Donc, notre structuration de la pensée, c'est-à-dire que notre mise en forme par l'intuition supramentale va être limitée aussi. Et en plus, de toute façon, l'autre difficulté, c'est celle de l'astralisation, dont parle très bien Sabine, qui va être, lorsque quelqu'un l'entend, cette tentation directe à y coller de la mémoire. Ah oui, ce que tu me dis, ça fait penser à ça et ça et ça. Et là, c'est foutu. C'est fini. On n'est plus dans la vibration du réel, on n'est plus dans la vibration du vivant, où on peut se laisser imprégner
justement par la vibration. C'est ce qu'essaye de faire, ce que fait Bernard de Montréal lorsqu'il s'exprime. Parfois, tu comprends pas, mais il y a quelque chose qui fait que tu sens qu'il y a une forme de justesse qui te nourrit, pas forcément dans des concepts, mais dans ta force intérieure, dans ton courage, dans ta volonté intérieure. Il y a une croissance qui se fait. Au-delà, je pense, des affirmations et des formulations du réel, c'est cette vibration qui, pour nous, est maintenant vraiment la plus importante au stade de changement, d'involution vers l'évolution à laquelle on est. L'expression du réel, elle est certainement parfaite. Elle est peut-être pour nous, elle est dans le futur, très certainement. J'ai aussi une question pour Sabine. Comme dit, j'ai pas tout lu Bernard de Montréal, mais Bah, tu as le euh, temps de tout le lire. oui, oui, bah, C'est oui, énorme. Mm. effectivement. Euh, C'est quoi la place de la, enfin, qu'est-ce qu'il pense de la pensée rationnelle? Est-ce qu'il l'utilise toujours? Enfin, c'est quoi la place de la pensée rationnelle en Bernard de Montréal? bah, la, la pensée rationnelle, elle est nécessaire au fonctionnement de l'humain sur cette planète. Euh, tu as un enchaînement des ordres, des actions à faire. Tu as faim, tu dois aller faire tes courses. Pour faire tes courses, tu dois avoir de l'argent. Donc tu prends ton porte-monnaie, tu dois avoir de l'essence dans ta voiture et tu te rends au supermarché. Tu as pris un sac. Tu as aussi une mémoire fonctionnelle. Tu te rappelles que 2 et 2 font 4, hein, et tu sais compter. Et donc, tu n'as pas d'émotion attachée à une, une multiplication, à compter ta monnaie. C'est, c'est un fonctionnement logique dans une hiérarchie des actions dans le temps pour arriver à un résultat opérant pour toi et pour ta faculté de vivre normalement. Maintenant, lui, il a, en dehors du rationnel, il a oui, l'information selon laquelle, quand tu vas te rendre au supermarché, que tu as rationalisé ton action, tu vas être attiré pour aller à gauche au lieu d'à droite. Et donc là, ça n'est pas rationnel parce que ton chemin habituel, c'est d'aller prendre le périphérique. Mais ce jour-là, tu vas dire, je ne prends pas le périphérique, je vais passer par là. Ça n'est pas une pensée que tu as pré-pensée. Ton action, elle est arrivée. Et à ce moment-là, tu apprendras par la suite que tu as été guidé pour prendre le bon chemin parce que sur le périphérique, tu avais un événement qui t'aurait retardé. Donc, elle est nécessaire, la pensée rationnelle. Mais c'est pas, on ne peut pas s'en tenir qu'à ça. Parce qu'à ce moment-là, si tu ne fais pas attention à, à ce que ton double ou ton ajusteur de pensée va te dire, prends à gauche, et toi tu prends à gauche au lieu de prendre à droite, si tu loupes ça et que tu ne l'entends même pas, ben, tu vis avec ta rationalité, tu vois. Je voudrais compléter par rapport au vocabulaire euh, la différence entre l'intuition et la télépathie. Et donc ça, il a bien expliqué dans les textes que j'avais à travailler justement. L'intuition, elle est plus planétaire et la télépathie, elle est plus cosmique, on va dire ça. Le cosmique, c'est le non planétaire. Hein, pour, c'est un terme qu'il utilise très souvent. Euh, c'est hors des fréquences de de notre champ mental hein, ordinaire. L'intuition, il donne l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui est très compétent en bourse. Donc, il sait, bon, les Américains, ils aiment bien ça, un boursicoté et tout. Donc, il raconte que quelqu'un qui a de sacrées formations, il est opérant, il va développer une intuition parce qu'il a une masse de connaissances dans cette matière-là. Euh,
Et ça peut être aussi dans la pensée logique et la pensée un peu plus que logique, et qui devient intuitive, de prendre telle action au lieu de telle action. Parce il a vraiment. La télépathie, c'est une connexion au plan mental qui s'opère. Donc il a distingué les deux mots, hein, en question vocabulaire. Euh, j'ai l'intuition que, par exemple, je sais pas moi, la météo, elle est comme ci, comme ça, donc les oiseaux vont passer prochaine. Enfin, alors ça c'est une connaissance, tu me diras. Mais il y a quand même des informations qui passent la barrière mentale, autre que la pensée logique ou, comme tu disais tout à l'heure, hein, rationnelle. C'est un peu au-delà du rationnel. Mais c'est pas pour autant la connexion au plan surmental ou supramental qui là est vibratoire, tu vois, et qui est vraiment vibratoire. Tu le sens que c'est ça, quoi. C'est ça, comme ils disent les Québécois, c'est ça. C'est une précision très importante parce que trop souvent, on entend des personnes qui disent, voilà, je sens ça, j'ai l'intuition que. Et il peut y avoir justement cette intuition du boursier dont tu parles, c'est-à-dire que c'est comme une appréhension, le boursier, c'est le boursicoteur plutôt, Mm. il va par une espèce de pensée synthétique et très rapide, il va dire ah, plutôt ici, plutôt que par là. Elle est basée sur un corpus à la fois de connaissances, d'expériences complexes qui va faire que on a l'impression qu'il sort ça du chapeau, mais voilà, il n'y a pas de télépathie qui est vibratoire, parce que pour qu'il y ait télépathie, il faut qu'il y ait justement cette élévation de la fréquence Oui, vibratoire pour pouvoir connecter mm. le réel. Oui, Ah, voilà, c'est ça. Tu le sens vibratoirement. Mm. mm, mm, ouais. Tu as prononcé le mot d'ajusteur de Oui, pensée. Ah, ah oui, ça, c'est un terme extraordinaire euh, oui, que j'aime beaucoup et qui peut être très mystérieux. Il faut nous en oui. dire plus. C'est c'est compliqué à. Pour moi, j'ai mis des années hein, à faire la distinction et je sais pas si je sais la faire. Hein. Mais je comprends que la puissance de l'esprit, la puissance de cette source d'intelligence absolue, quoi, pour arriver dans notre petit cerveau, sans griller les neurones, doit nécessiter un processus de, Médiation. d'un médium, de, d'une structure, je sais pas trop ce que c'est, qui, euh, qui arrive à transmettre l'information de manière intelligible. Voilà, moi je l'explique comme ça, dans sa fonction. Maintenant, qui c'est? Euh, Bernard de Montréal, je crois que c'est dans Dialogue avec l'invisible, je sais plus, dit que ce sont des êtres, un ajusteur de pensée est un être qui suit les âmes, une âme qui suit une âme, euh, pour pas que l'âme se perde, parce que c'est précieux. Et donc, qui surveille son parcours et qui est là justement pour faire cette interface entre les plans d'intelligence systémique et le plan mental humain. Et donc, quand l'évolution, la fusion est opérée, il peut intégrer à ce moment-là l'être éthérique qui est devenu éthérique, l'être humain qui est devenu la septième race qui est dans son évolution terminale, quoi. Il y a une information que je voudrais donner aussi. Enfin bon, je sais pas, ça te suffit Je, comme. euh, euh, je propose ma compréhension hein, de Oui, l'ajusteur. De, voilà, très bien. euh, il y a deux fusions apparemment hein, pour Bernard de Montréal et ça c'est très intéressant. C'est-à-dire tu as parlé, on parle d'un plan très élevé, hein, d'un plan supramental, et puis on est nous là un peu englués dans notre mental, astralisé plus ou moins. Et il y a donc une structure intermédiaire hein, de médiation en quelque sorte, et qu'il appelle le double.
et qui est pour moi, je pense que le double est l'ajusteur de pensée. Je pense que dans la terminologie de Bernard de Montréal, j'ai cru voir qu'il disait bah, c'est pareil, mais voilà, il y a certainement des nuances, bien sûr. Mais l'idée est que ces informations supramentales qui descendent sont en quelque sorte filtrées par l'ajusteur de pensée, de manière à avoir ces types de, on a dit télépathie plutôt qu'intuition, hein, mais c'est compréhension, c'est rectification de nos modes d'être qu'on va comprendre. J'ai du mal à dire par télépathie, je peux faire le mot intuition, mais qu'on va saisir comme ça. Et il y a donc dans notre propre évolution une fusion, c'est-à-dire à faire avec l'ajusteur de pensée ou le double, au sens où on pourrait dire on a notre moi inférieur et notre moi supérieur. Et notre moi inférieur apprend à collaborer avec notre moi supérieur dans ce processus de croissance que nous cherchons nous, à entamer, à déployer, à réaliser. Et donc cette fusion avec ce double est une première étape et c'est ensuite ce double, hein, ce soi supérieur, qui va lui-même fusionner avec l'esprit ou supramental, peut-être pas, on va dire l'esprit, quoi. Donc il parle de deux fusions. Je trouve ça très 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 intéressant. Et je rappelle, voilà, le principal travail, c'est d'abord de fusionner avec notre moi réel, mais là où nous en sommes, il y a cette étape intermédiaire. Notre moi réel, ça va être ce fameux double, cet ajusteur de pensée qui en quelque sorte est à découvrir en nous comme une personnalité en nous lumineuse, mais qui est nous, qui n'est pas une autre entité, mais qui nous est clairement associé, qui est nous. Après, il y a le vocabulaire et tout ça, c'est complexe. Voilà. Oui, c'est complexe. Sans de En la- tout cas, il dit souvent que c'est le double éthérique. Oui, Donc, il n'y donc a pas de... c'est ça, parce Et que donc, ce double éthérique sera le véhicule dans lequel on pourra voyager dans l'espace. On sera libre de l'incarnation, en fait. Donc, c'est nous dans l'éther, vibratoirement. Parce que ce qu'il y a d'important aussi, dont on a intégré, c'est notre identité. On a tous une identité. Et donc, quand on est dans notre identité, on a ce double qui est réel et qui est ce support de cette identité qui est révélé. Parce que là, on n'est pas dans notre identité à l'heure actuelle, puisqu'on n'en a pas conscience. Hein, on est, comme tu dis, dans les égrégores, dans l'astralisation. Voilà, et quand on sait qu'on est un être de multidimensionnel sur plusieurs plans, avec différents niveaux de conscience et à la fois dans l'astral, dans l'éthérique, euh, en connexion avec un plan supramental, ça n'a rien à voir avec l'être voilà, qui est sur la carte d'identité. Donc ça c'est important aussi à trouver son identité. Et là, je lisais il n'y a pas longtemps que la planète connaîtrait une crise d'identité planétaire. Les êtres humains seraient dans une crise d'identité planétaire et qui bouscule vraiment, c'est catastrophique, quoi. D'ailleurs, on le voit bien à l'heure actuelle, on sait plus qui on est, quoi. On sait plus, beaucoup de gens ne savent plus qui ils sont. Et ça a un impact très important pour la réalité terrestre. Et aussi le fait qu'il y a une extinction, enfin, ouais, enfin le passage d'une race à une autre race, quoi, dans cette crise d'identité. ce sera intéressant, Jonathan, qu'on publie en visuel. Il y a des diagrammes, notamment d'involution et d'évolution pour illustrer Mhm. ce propos, hein. On l'a incrusté. Ouais, j'ajouterai dans la vidéo. Pas de Ouais. souci. Ouais. Euh, Euh, oui, Ah, bon. vas-y, Non, Jonathan. j'avais encore une question Oui. pour Sabine. Bah, par rapport au livre que j'ai lu, bah, uniquement ça parce que c'est Oui. voilà. Est-ce que tu peux expliquer
le rôle de la souffrance dans Ah, le processus de conscientisation, en fait, parce qu'il en parle aussi. Et je crois que bah, c'est assez intéressant et important de le souligner. Si tu peux mm, l'expliquer, s'il te plaît. ouais, ouais, ouais. Oui, la souffrance, ça. Ce sont les conditions d'évolution sur cette planète par la souffrance. Nous sommes des êtres émotifs et, et l'émotion, elle est souvent souffrante. L'émotion, c'est une perte d'énergie vitale. Dans dans la compréhension du fonctionnement de l'émotion sur le plan énergétique, c'est quelque chose qui n'est pas à notre avantage et qui nous fait perdre de l'énergie vitale jusqu'à ce que mort s'en suive. Hein. Et on peut récupérer cette énergie vitale par différentes pratiques conscientes, justement. Et donc, euh, la souffrance est un indicateur d'un dysfonctionnement, justement, de l'être que nous sommes. Et si nous souffrons, c'est que nous avons, il y a quelque chose qui nous a échappé. Parce que si on avait cette intelligence à l'œuvre, consciente, avec cette belle volonté et l'amour en nous, ces trois attributs voilà, qui nous habitent, hein, euh, on se mettrait pas dans des positions de souffrance. Donc, ce sont des indicateurs, au même titre qu'un enfant, il doit se brûler pour savoir que ça brûle, hein, le feu. Ils ont trouvé ce système-là. Et dans le livre que tu as lu, c'est assez amusant, c'est que Dialogue avec l'invisible, Bernard de Montréal, il s'énerve après ces êtres. Enfin, je veux pas dire le truc, mais le dire comme ça, me dit, mais franchement, vous avez merdé là, ça suffit. Vous nous mentez. Enfin, voilà, ça fonctionne pas. Il y en a marre, quoi. Et donc, et, et ces êtres, ils disent, oui, mais on n'est pas sûr de ce que ça va donner au final. Parce que, voilà, c'est ça que je voulais dire qui est important. C'est qu'en fait, l'homme est une expérience de grands êtres de plan supérieur, justement euh, pour voir effectivement l'esprit, est-ce que l'esprit peut être dans la matière? Parce que ces grands êtres, ces grands êtres qui ne sont qu'intelligence, lumière, où tout est parfait, ils savent pas le contraste, ils savent pas un certain nombre de choses, enfin, ils ne l'ont pas expérimenté plutôt. Et ils ont, comment dire, ça c'est ce qu'explique hein, Bernard Borel, et moi je trouve ça logique aussi, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de très logique. Euh, Ils sont dit l'univers est perfectible. Donc l'univers étant perfectible, il faut qu'on expérimente les basses vibrations. Et qu'est-ce que ça fait que de manquer d'amour, de manquer de lumière, de manquer d'intelligence, de manquer de volonté? Or, pour savoir ce que ça fait, ben, il faut le vivre. Comme ce sont des êtres absolus, ils veulent pas déléguer, ils n'ont pas voulu déléguer d'autres êtres en disant bon allez souffrir à notre place pour nous dire comment il faut faire pour faire évoluer l'univers. Et donc ils ont décidé d'y aller eux-mêmes. Donc ce qui veut dire que nous serions des êtres qui expérimentons ce que ça fait de manquer de plein de choses euh, pour faire évoluer l'univers. Et à ce moment-là, ça peut rétablir l'enchaînement des choses, des plans. Par exemple, s'il y a un plan qui a telle fonction, il va peut-être passer euh, après un autre plan qui a une fonction. Voilà. Bon, ça nous dépasse complètement. C'est quelque chose bon, auquel on n'a pas directement accès, mais il explique ça comme un perfectionnement de l'univers. Alors moi, je suis partante pour souffrir, pour perfectionner l'univers, puis dire bon, ok, là, le truc, il y a des choses géniales sur Terre, hein, c'est génial, hein, le chant des oiseaux, bravo, la belle couleur des poissons, les arbres magnifiques. Mais alors, la prédation, bon, ça, c'est pas terrible. Les émotions, oui, mais pas trop. La souffrance, un peu, ça va, etc., quoi.
Enfin, je sais pas, mais on peut refaire le compte-rendu après coup. Je peux encore poser une question, Roland? Oui, bien sûr. C'est Oui, OK? Ah, oui. pardon. Ouais. Est-ce que tu penses que il y a des concepts de Bernard de Montréal qui ont été mal compris ou mal interprétés par les gens qui l'ont lu ou qui l'ont étudié? Euh, je ne peux pas répondre à cette question. Moi, je peux y répondre. Euh, Ah pas, bah, ou attends, attends, oui, je peux pas, euh, parce que je ne sais pas qui a fait ça, mais je peux te répondre que dans tous les cas, il y a astralisation d'une parole, il y a manipulation, il y a récupération, et des gens probablement, enfin moi j'en connais pas, c'est pour ça, mais c'est doit être fort probable que ça existe, vont récupérer un certain nombre d'éléments pour dire ben moi j'ai fusionné, venez à mon stage, je vais vous faire fusionner, comme ça a été fait avec le Reiki, ça a été fait avec les religions, ça a été fait, il y a eu beaucoup de récupération avec les sectes, avec tout ça, donc on sait bien. Hein. Euh, et le mot concept, c'est quelque chose d'assez rigide, ce sont des formes, et donc dès lors qu'on va être dans un concept, on va être dans une croyance, donc on va pas vivre la chose, on va pas la vibrer. Ça va rester dans le plan mental inférieur. Donc ça dépend de l'être humain qui va traduire cette parole. C'est pour ça que moi j'insiste sur le fait de ce que ça m'a procuré à moi, ce que ça m'a amené de compréhension, d'observation de mes pensées et de différencier la pensée astralisée de la pensée supramentale. Oui, et moi j'ai un autre témoignage à ce niveau-là, puisque là à ce sujet-là plutôt, là tu parles de gens qui enseignent. Moi j'ai eu affaire à des personnes qui sont venues vers moi, hein, intéressées par les pratiques que je propose, et qui me disaient, je me suis éloigné de Bernard de Montréal, ça ne m'allait pas parce que. Et ce que j'ai entendu, bah, c'est une incompréhension, tout simplement, de l'enseignement de Bernard de Montréal. Et une de ces personnes qui m'a dit, je suis devenu comme un robot insensible. Et le fait de mettre l'accent, il a tout à fait raison de mettre l'accent, Bernard de Montréal, sur le piège émotionnel, la juste gestion des émotions, qu'il faut s'en méfier. Et il le dit qu'il n'y a pas de problème avec l'émotion elle-même, mais c'est dans les excès, hein, dans les excès émotionnels qu'il y a peut y avoir problème. Enfin, dans son enseignement, il explique, mais il y a eu l'incompréhension chez certaines personnes du fait d'essayer d'effacer, de tuer l'émotion en eux au Mmh. privilège d'une pensée froide et rigide. Et ça, c'est sûr, ça va pas. Et c'est pas ça du tout en réalité. Mais c'est difficile de comprendre des enseignements à ce niveau-là, quoi. Et donc, c'est normal qu'il y ait des interprétations qui peuvent être erronées, quoi. C'est vrai que le plan mental fait peur, hein. Ah oui, mais t'es dans le mental, t'es dans le mental. Tu, ça a été dévalorisé, mais en fait, quand on explique les choses qu'on a compris, ben c'est un travail, effectivement. Ça peut amener à, ouais, si j'ai plus d'émotions, je suis plus un être humain. Voilà. Il y a parfois le rejet du mental, comme tu dis, voilà, et puis on fait plus qu'essayer de ressentir. Enfin, il y a c'est pas, voilà, ça demande des études, un approfondissement et voilà, de la véritable, de véritables études pour essayer au moins de comprendre vraiment la teneur de ce qui est dit. Sinon, il y a très facilement justement astralisation, hein, il y a récupération pour éloigner la personne finalement d'un cheminement qui pourrait la libérer et qui va de nouveau, encore une fois, l'encapsuler, l'emprisonner dans des manières d'être qui la rigidifient, quoi. Hmm. Mm. Moi, j'ai une question pour toi, Sabine. Tu t'es rapproché de la pratique solaire, hein, que j'enseigne, même tu la pratiques toi-même. Euh, Or, ce n'est pas l'enseignement pur, hein, de Bernard de Montréal. Comment tu en es arrivé là? Comment, si je peux me permettre? Oui, Ouais. oui, bien sûr. Si tu veux, j'ai d'abord commencé par tes vidéos.
Hmm. Et donc, j'ai vu que tu, tu exposais Urbi et Orbi, euh, ce fameux, enfin, ce que j'appelle moi le mensonge cosmique, donc sur le fait de l'astralisation, hein, et des intrusions astrales dans notre psyché. Tu l'expliques très bien avec les différents degrés, les différentes et ce que ça produit dans notre corps, hein, et au niveau du sang, des organes, enfin du sang, hein. C'est très intéressant. Moi, j'apprécie parce que c'est rares sont les personnes justement qui montrent les choses dans leur dimension, dans la profondeur des choses et dans la qui ouvrent les yeux sur quelque chose qui est assez épouvantable finalement à réaliser, hein, mais qui ont le courage quand même de le voir et de le présenter sereinement et de rester en paix. Donc ça, j'ai capté ça. Et donc, ça m'intéressait en plus, il y avait la pratique solaire. Donc, je me dis, tiens, s'il y a du fusion solaire, pratique solaire, quoique je m'attache pas vraiment aux formes des choses, mais vibratoirement, je me suis dit, j'étais attirée, tu vois, par une rencontre et donc de faire ta connaissance et puis de participer à ce que tu proposais. Donc, je le pratique. Je n'avais pas cette connaissance de ces soleils la forme que tu donnes. Donc, je ne m'attache pas à la forme, honnêtement, des soleils. Mais je pratique la pensée consciente. Là où va la pensée, va l'énergie. Là où il y a l'intention du taux vibratoire par rapport à la syntonisation des différents plans de fréquence, le plan vital, le plan émotionnel, le plan mental, pour un ajustement. Ça, je le pratique de cette manière-là. J'utilise le vocabulaire que tu as utilisé dans cette pratique-là de soleil, de trois soleils, donc trois centres énergétiques en fait. Donc on donne cette forme-là, même lumière, hein, c'est quoi? C'est des fibres, c'est des mouvements, des pulsations, des fréquences, et ça porte des informations et ça crée des ponts. Ça crée des ponts entre ce plan mental, le plan ouais, de l'esprit, de l'âme et de l'ego. Donc c'est un équilibre. Donc moi, dans ma pratique, j'équilibre ces trois centres. Et donc, ça, alors des fois, il y a des phénomènes particuliers qui se passent après, ou soit pas. Et donc, j'apprécie jusqu'à présent, comme je dis, jusque-là, ça va. Ah, Et je n'ai pas vraiment trouvé la correspondance de ces trois soleils dans les propos. J'ai pas, oui, ouais, j'ai pas trouvé cette correspondance-là. Mais il y a une correspondance d'ajustement de la personnalité avec la personne, avec l'individu, avec l'âme, avec l'esprit, avec toutes nos parties finalement qui demandent à être en équilibre, qui n'est pas la personnalité qui soit plus importante que la personne, qui soit plus importante que quoi que ce soit. Et donc à ce moment-là, cette pratique consciente par la pensée qui a une influence, elle est créatrice, hein, ça j'en suis persuadée puisque je l'ai expérimenté plusieurs fois. Euh, la pensée, elle permet un ajustement vibratoire de nos différentes parties. Voilà, donc c'est ce que ça me va bien. Voilà, j'apprécie. oui, je te remercie. Moi, personnellement, je suis en accord profond avec les propos de Bernard de Montréal, en tout cas ce que j'en saisis. Et je vois dans la pratique solaire des leviers, des leviers d'action pour pouvoir justement réaliser le propos. Je, je- de mon point de vue, je trouve qu'il manque juste cette science des centres. Et, mais peut-être que
C'était pas prêt, peut-être. Je sais pas. Moi, si je vais chercher aussi s'il en parle, mais peu importe. Il a un propos profond, on va dire général, et il exprime exactement aussi. Il y a par le fait qu'il y a cette éthérisation. Il y a voilà, c'est un discours d'énergéticien, quoi, clairement aussi. Enfin, il y a cette Oui, dimension énergétique. Et même s'il n'y a pas eu connaissance ou s'il y en a eu, ça ne lui a pas semblé important. Mais oui, le terme de levier pour pouvoir justement monter en fréquence et pouvoir contacter la supramentalité, contacter son double. Enfin voilà, c'est des choses qui me semblent vivre et pouvoir permettre une ouverture à ce vécu extraordinaire qui est proposé par Bernard de Montréal et d'autres, on va dire, initiés, quoi. Mm. de toute façon, il a annoncé qu'il y aurait une nouvelle science, Mm. que la science actuelle allait être complètement transformée, notamment la psychiatrie, et qu'on les psychiatres devaient être en capacité de parler avec les entités qui perturbent l'empreinte qu'elles ont mise chez, chez certains êtres humains. Donc, parmi les nouvelles sciences, il y a la pratique énergétique. Donc, il y a des tas de tâtonnements. On sent bien que depuis des années, on veut travailler avec l'énergie et on sait que la pensée, l'énergie va où va la pensée. Hein. Elle crée, elle connecte, elle engendre des situations où s'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'énergie. Et l'énergie est à la base de tout, puisque tout est énergie. Donc, moi, je comprends tout à fait, c'est logique. C'est logique, c'est logique, puisque tu tiens compte justement des intrusions astrales, que tu en as la connaissance, la pratique et le dégagement. Euh, Tu récupères ta souveraineté, ta liberté, ta paix intérieure. Finalement, l'indicateur, c'est la paix intérieure. Ouais. Tu es en paix. Et donc, à soi, tu peux traverser la polarité en paix. Et on peut aussi voir dans le travail de déploiement des centres dont on parle, des centres solaires dont on parle, la constitution, la création interne de ce véhicule éthérique de Mhm. l'homme en évolution. Se Oui. créer une structure de fréquences hautes qui permettent la stabilisation d'états fréquentiels justement très hauts, vibratoires très Mhm. hauts, l'habit de lumière ou un corps éthérique supérieur par rapport au corps éthérique qu'on a déjà de fait du fait du vivant hein, dans notre corps physique, un corps créé volontairement en accord avec la vibration lumière, la vibration supramentale. Ouais, Mhm. c'est formidable. Bien. Jonathan, Moi, je suis en souffrance avec mon nez depuis avant, donc je vous écoute. Je pense que j'ai à peu près posé les questions à Sabine. on pourrait parler de son livre. Oui. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, pour moi, l'histoire enfin, d'avoir appris qu'il y a un mensonge cosmique, ça m'a tellement marqué que je me suis dit, mais j'avais envie d'écrire une histoire pour révéler ce mensonge cosmique sans en avoir l'air, quoi. Sous la forme d'un roman, en fait. Et donc, c'est un roman qui est arrivé euh, d'un coup. Je l'ai écrit en très peu de temps. Les premières lignes sont arrivées, puis il est descendu. Je savais pas où j'allais, mais j'y allais. Et les personnages, le nom des personnages, les situations, tout s'est enchaîné très très naturellement. Ça peut s'appeler l'inspiration. Et donc, c'est à partir d'une interview comme aujourd'hui. Et donc, c'est une personne qui est interviewée et donc le roman s'appelle L'interview. Et en
en dessous, le sous-titre, c'est la révélation du mensonge cosmique. Donc, vous comprenez maintenant de quoi il s'agit. Tu peux nous le Et montrer? cette personne, pardon? Tu peux Ouais, nous... mais il va être à l'envers, je pense. Ouais, voilà. Ah non, c'est très bien. Voilà. Ouais. Et donc, il y a un micro et on parle au micro. Et donc, c'est, c'est une femme qui, qui, qui est interviewée et puis dans une radio tout à fait classique et puis qui révèle l'homme pense ce qu'il pense. Et donc là, il y a tout un enchaînement. Il y a des gens qui ont écouté et qui s'agrègent autour d'elle. Et elle, eh ben, elle va transmettre un peu ce dont on a parlé. Et les personnages ont leur vie, et puis ils arrivent à comprendre ce qui se passe. Et puis, ben voilà, c'est toute l'histoire de ces personnages qui ont compris le mensonge. Et en plus, j'aborde un peu le mensonge dans plusieurs situations, telles que j'ai pu le connaître moi-même ou qu'on entend par-ci, par-là. Il y a beaucoup de mensonges finalement sur cette planète. Et c'est très, très handicapant parce que nous n'avons pas un détecteur de mensonges intégré. J'ai juste peur de penser. On ne sait pas ça et c'est encore un handicap de notre mental. Donc, c'est très dur de pouvoir évoluer dans un contexte où le mensonge est roi. Et quand on nous dit c'est la vérité, il n'y a pas de vérité en fait en rapport du mensonge, il n'y a que la réalité. Voilà. Très bien. Bah, oui, Je précise que je mettrai tous les liens dans la vidéo. Je montrerai ton livre en plein écran. Enfin, Voilà, voilà, si ça intéresse, voilà. bien sûr. Sous forme romanesque, on va dire ça comme Oui. ça. je vous propose le mot, un premier mot de la fin avant de te laisser encore la parole pour la conclusion, Sabine. Moi, j'espère Oui, que cette interview tout à fait particulière, avec comment on pourrait dire, transductrice des propos de Bernard de Montréal, grâce à qui nous sommes des centaines, voire des milliers, je pense, à pouvoir prendre connaissance de ces enseignements extraordinaires. J'espère que pour ceux qui ne le connaissaient pas, vont avoir peut-être la curiosité d'aller voir de ce côté-là. Moi, je vous garantis que c'est extraordinaire. Et puis, écoutez-le, même s'il a un accent québécois à couper au couteau, en plus, il est plein d'humour avec des expressions parfois bien salaces. C'est très amusant. Il y a une oui, continuation de son travail au Québec, hein, avec des gens comme Denis Jutras, Sandra Vimon, et certainement encore d'autres. En France, je ne sais pas trop, mais en tout cas, voilà. Merci Bernard de Montréal. oui. Merci à toi, Sabine. Jonathan, merci. Et alors, Sabine, je te laisse le mot de la fin. Oui, voilà. Donc, j'étais, comme je dis, une tête chercheuse depuis des années pour comprendre les dysfonctionnements qui nous habitent, avec beaucoup d'humilité et d'aller regarder à l'intérieur de soi, c'est assez difficile. Mais bon, faut du courage, de la volonté. Et j'ai eu cette comment dire, cette information transmise par Bernard de Montréal que je pratique depuis un certain nombre d'années. J'ai fait plusieurs recherches et après j'ai dévié. Non, là ça va pas, là ça va pas, là ça va pas. J'explorais beaucoup de maîtres, comme on dit, enfin, de personnes qui semblaient savoir plein de choses, mais ça ne m'impactait pas moi directement dans ma vie. Et donc, l'instruction de Bernard de Montréal a impacté ma vie mentale, ma vie émotionnelle, le fait que je suis en paix, que je comprends un certain nombre voilà, de ce que c'est que le fonctionnement de cette planète, des différentes dimensions. Et donc, le résultat, c'est la paix, c'est la sérénité, voilà. Donc, ça demande de la volonté, de la discipline quand il faut regarder à l'intérieur de soi et de s'aimer quand même, malgré tout, malgré tout ce qu'on peut voir, d'avoir cette bienveillance vis-à-vis de soi-même en permanence, parce que justement, les dés sont pipés, on nous ment,
On ne sait pas, on ne nous a pas donné le mode d'emploi, donc vous ne pouviez pas savoir, mais vous êtes quand même responsable parce que vous avez la capacité d'agir. Et dès lors qu'on a la capacité d'agir, on a un pouvoir d'action par la volonté et donc on a la main. Et, et quand on est responsable, on a la main. Et je dis c'est une bonne nouvelle parce que si on n'était pas responsable, on serait que des billes ballottées au gré du vent et on serait un bateau sans barreur. Et donc à partir du moment où il y a un barreur, et ben on a la main et donc on peut avancer. Voilà. Très bien. Merci, Et je vous souhaite bon vent. Jonathan. Bye bye tout le monde. Bah Merci à merci, tous. merci à tous, merci Merci Roland, merci Sabine, merci pour Jonathan. ton temps. Merci beaucoup. T'en prie. Au revoir.